Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Chaque semaine, on décrypte pour vous l'actualité des exclusivités de plateforme, des films, des séries, en passant par les documentaires, la télé-réalité ou même les animés. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Aujourd'hui, vu le sommaire, c'est un peu notre inventeur british. Hey, bonjour, me voilà. Et notre invitée du jour, Julie Hay, journaliste ciné et série au Journal du Geek. Bonjour Julie. Salut, ça va ? Ça va très bien, merci à toi d'être avec nous. Merci à vous. Aujourd'hui et cette semaine, un gros plan sur le film Vous êtes cordialement invité avec Will Ferrell et Reese Witherspoon. Notre rubrique Ne cherchez plus avec, comme d'habitude, une reco de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. De quoi tu nous parles Gauthier aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler de Wallace et Gromit, la Palme de la Vengeance, qui était un des gros événements de ce début d'année. Mais comme on a eu Squid Game, on ne pouvait pas éviter de parler de Squid Game. Mais c'était trop dommage de ne pas faire un retour sur Wallace et Gromit, la Palme de la Vengeance. On vous en parle tout à l'heure. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, un gros plan sur Vous êtes cordialement invité, une comédie familiale sur fond de quiproquo autour de deux mariages. Un film à découvrir sur Prime Video depuis le 30 janvier. J'ai hâte de tout planifier. Je vais organiser ton mariage. Qu'en est-il du week-end du 1er juin? Chérie, tu la connais, elle? Moi, je vais aller faire le check-in. Je reviens, je vais faire le check-in. Oh non! Nous avons booké vos deux mariages le même week-end. Quoi? C'est pas toi, la wedding planner? Tu les as même pas eu au téléphone, tu plaisantes? Je souffre d'anxiété sociale. Tu fais des crises d'angoisse à l'idée de téléphoner? Ouais, mais je peux faire tout ce qui ne nécessite pas de passer un coup de fil. Alors je vous fais le pitch rapidement, deux mariages mais un seul lieu. Vous êtes cordialement invité, c'est la guéguerre entre le père d'une des mariées et la sœur de l'autre mariée, du deuxième mariage. Ils vont jouer des pieds et des mains pour faire en sorte que leur mariage se passe au mieux, parfois au détriment de l'autre. Voilà, donc des quiproquos, une comédie plutôt familiale. J'ai envie de me tourner vers toi, Julie, pour te demander déjà comment tu as trouvé ce film, qui est une exclue, je le rappelle, de Prime Video. Alors, sur le papier, c'est clairement le genre de film vers lequel je me serais tournée, parce que je suis grande amatrice de comédie romantique, et puis plus largement, j'aime beaucoup Will Ferrell et Reese Witherspoon. Le réalisateur, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, enfin ce qu'il a fait avant, mais j'ai été un peu déçue. Pour être tout à fait franche. On peut préciser, effectivement, le réalisateur, c'est Nicolas Stoller. Il a notamment fait Sans Sarah rien ne va, Nos pires voisins ou 5 ans de réflexion, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis plus... j'ai beaucoup aimé 5 ans de réflexion, j'ai beaucoup aimé Sans Sarah rien ne va. J'avoue que Nos pires voisins, c'est moins ma came. Et là, on a un peu un mélange des trois que je viens de citer, et pour moi, ça marche pas vraiment. J'ai trouvé un peu... Je suis déçue sur le ton et la manière dont le film explore ses idées. Gauthier, de ton côté, la comédie nuptiale. Moi, j'ai trouvé la proposition très claire, c'est-à-dire que c'est une comédie romantique et qui va se transformer en comédie du remariage. La comédie du remariage, c'est un genre qui est identifié dans le cinéma depuis le cinéma muet, qui a beaucoup été théorisé par Stanley Cavell. Le principe, pour pas être ennuyeux, le principe, c'est qu'il y a deux personnages qui, autour d'un mariage, vont apprendre à s'aimer parce qu'ils sont à un mariage. Donc, a priori, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, mais comme ils sont à un mariage et qu'ils voient un couple s'unir, ça va leur donner à eux la motivation d'unir leur propre couple. Disons que je trouve ça partiellement réussi. Déjà, j'aime beaucoup l'idée que Will Ferrell, pour une fois, fasse pas le super pitre, parce qu'il a tendance un peu à me fatiguer, moi, quand il est over the top, quand il en fait des caisses. Voilà. Et là, il joue un père de famille. J'aime bien, c'est un père de famille veuf qui a élevé tout seul sa fille, et donc il en fait toujours trop, il veut toujours être le père parfait, et quand sa fille vient lui annoncer qu'elle va se marier, il y a carrément une scène où
il est tellement stone qu'il casse un verre et il se coupe la main de manière horrible et il s'en rend même pas compte et tout ça. Donc, tout ça, j'aime bien. Je trouve que c'est assez légèrement amusant, mais amusant quand même. Là où je plafonne un petit peu, c'est que je trouve le scénario trop chargé. Parce que Will Ferrell a un mariage à organiser, Reese Witherspoon a un mariage à organiser, et on se doute bien qu'à la fin du film, Will Ferrell et Reese Witherspoon vont se mettre ensemble. Donc là, t'as 3 couples à gérer, et ces 3 couples, il faut qu'il leur arrive des trucs aux 3, ce qui fait qu'à la fin, on arrive à 10 minutes de la fin du film, et on se dit, attends, on s'est toujours pas occupé du couple Will Ferrell et Reese Witherspoon, là, et on te bazarde tout ça un petit peu en une scène, donc il y a eu un petit problème de rythme. Mais il y a quand même des scènes très très rigolotes là-dedans. Alors, tu parlais justement de ces 2 acteurs, Will Ferrell et cette actrice Reese Witherspoon. Julie, comment tu qualifierais l'alchimie entre les 2 persos? Ça fonctionne ou pas? Je trouve qu'il y a plein de moments où ça fonctionne, mais comme le récit, tu le disais, laisse pas vraiment la place à leur histoire de se construire, je trouve que le moment où le dénouement arrive, ça tombe un peu à plat. Je trouve que c'est vraiment balancé aux spectateurs de manière très rapide, avec des répliques pas toujours très inspirées qui font tomber le film dans les clichés justement de la comédie romantique et du remariage. Et j'avoue que je les trouve plus marrants quand ils se tapent dessus que quand ils s'avouent leurs sentiments mutuels. Alors, justement, là, on parlait de de ce genre et de ce mélange des genres. Donc, d'un côté, la comédie, c'est une comédie qu'on pourrait rapprocher d'une rom-com, donc une comédie romantique, un peu comme dans Just Married ou presque. Et de l'autre côté, c'est quand même quelque chose d'assez humoristique. Et on se souvient que sur le thème, il y a ce film avec Ben Stiller, Mon beau-père et moi, par exemple, où le premier, ça se passe sur un mariage, etc., etc. De quel côté ça penche, ce film, d'après vous? C'est une bonne question, effectivement. Il ne faut pas imaginer une comédie romantique qui soit totalement loufoque. On n'est pas sur un mari à tout prix, par exemple. On est dans une comédie romantique qui parfois a des moments un peu touchants. Quand on voit le rapport entre Will Ferrell et sa fille, il joue vraiment le veuf. Et il joue vraiment le veuf sans aucune retenue. Mon beau-père et moi est un bon standard, parce que Mon beau-père et moi, c'est pareil. C'est-à-dire c'est très comique, mais c'est crédible comme situation de départ. Le premier, en tout cas. Oui, le premier. Après, ça, oui, effectivement. Il faut pas imaginer un truc aussi transgressif que Very Bad Trip, par exemple, une comédie qui pourrait aller assez loin. C'est plutôt dans l'élégance, parfois. Et puis, une fois de temps en temps, t'as un gag complètement débile, what the fuck. Il y a un moment où il y a Will Ferrell qui tombe dans un lac parce que la situation a un peu dégénéré dans la dernière partie du film. Et quand tu le retrouves, tu vois qu'il est tellement dépassé par les événements et en colère qu'il en a profité pour péter la gueule à un alligator. Et ça, c'est assez... alligator qu'il a ramené dans sa chambre d'hôtel en plus. Enfin bon, moi, ça a marché sur moi par moment. Parce qu'un épisode de OSS. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un film pour lequel vous vous seriez déplacé en salle, par exemple, Julie? Sur les têtes d'affiche, oui. Je pense que j'y serais allée. J'aurais peut-être été un peu déçue. Même, quoique, je trouve que j'ai passé un bon moment quand même. Mais je pense que j'y serais allée justement parce que la comédie romantique est un peu trop absente des salles obscures. Et j'avoue que quand il y a un titre qui me titille un peu, j'y vais. Je me dis, allez, ça nous manque trop les comédies romantiques loufoques comme ça. En plus, c'est assez rare aujourd'hui. Donc j'y serais allée, je pense. Moi, je pense que j'y serais. De toute façon, tu me dis Reese Witherspoon, ça suffit pour que je me déplace. Je pense que j'y serais allé, que comme toi, j'aurais eu un petit sentiment de ne pas avoir été totalement rassasié. Je pense que ce sentiment vient principalement de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une comédie romantique. On aimerait bien que l'alchimie entre ces 2 personnages principaux soit au centre du film, et on passe trop de temps à faire autre chose, alors que dans une comédie romantique, par exemple, de l'année dernière avec Sydney Sweeney, dont le titre m'échappe. Tout sauf toi. Exactement. Là, c'était hyper réussi parce que c'était la tension sexuelle entre les 2 personnages qui était vraiment au centre du ressort comique du film. J'aurais aimé que ce soit plus le cas. Peut-être qu'on papillonne un peu trop sur les intrigues secondaires. Et il y a cette scène de la danse qui est vraiment un cliché, mais qui marche en général, de la danse ou de l'affrontement entre 2 personnages dans les schémas narratifs de Enemies to Lovers. Alors,
ennemis jusqu'à amoureux. C'est un truc assez fort. C'est le moment où on sent que là, ça y est, les deux personnages ont un trop plein d'hormones, d'excitation et que potentiellement ça se conclut par un baiser ou plus. Là, non. Mais cette scène-là, je trouve même qu'elle est ratée parce que ça devient trop, c'est trop, ça tombe trop bizarrement dans le scénario. Ça marche pas vraiment. Et l'alchimie, justement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça déraille. J'y crois plus trop et j'ai eu de plus en plus de mal à croire à cette histoire. Et je trouve que tu as raison parce que l'ambiance globale du film se tourne autour des personnages, de personnages qui sont tout en retenue, c'est-à-dire qu'ils sont hyper éduqués, ils veulent être sympas a priori les uns avec les autres, ils veulent être polis, quoi, tout simplement. Et cette politesse qui nappe le film est un bon ressort comique ici et là, mais finalement est quand même un frein à la comédie romantique. T'as envie que ce soit un petit peu plus transgressif que ça, quoi. Alors du coup, si on passe pas beaucoup de temps avec notre duo central, comment vous avez trouvé les personnages secondaires, les autres couples et tout ce qui gravite autour en termes de je sais pas, de choix d'acteurs ou d'actrices, en termes de jeu, etc. Direction peut-être aussi. Moi, j'ai trouvé les histoires avec sa famille à elle assez marrantes, même si, encore une fois, vu qu'il faut raconter plein de choses, c'est un peu effleuré rapidement. Et le moment où il y a une espèce où il se pardonne mutuellement avec sa famille, j'ai trouvé ça cool. Le moment avec sa fille, enfin les moments avec sa fille à Will Ferrell, j'ai trouvé ça aussi intéressant et je trouve que c'est là où le film trouve un peu sa force, c'est en racontant en fait comment ce père est désarmé quand il est plus père en fait. Qu'est-ce qu'on devient quand on n'est plus père et que notre fille et plus mari. Ouais, voilà. Et ni plus... mari ni père. Ouais. C'est ça, il est plus rien. Donc j'ai trouvé ça touchant, mais par contre j'ai eu un peu de mal avec le regard qu'on portait sur la génération de sa fille. Oui. Les clichés de la Gen Z, comme on dit, où on se sépare sur TikTok en faisant des vidéos. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu ronflant quand même. Ouais, mais si on n'a plus le droit de se moquer des jeunes aussi. J'avais une dernière question avant de conclure. Comment, en termes de qualité de production, on est au niveau d'un film de cet acabit ou ça traîne un petit peu la patte pour vous ? Alors non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt correctement cousu. Même dans l'idée en fait, d'un mariage autour de ces deux mariages, quoi. Ces deux mariages qui se marient en fait ensemble. C'est plutôt bien écrit. Il y a le mariage du côté de la famille de Reese Witherspoon, c'est les bourgeois méchants en gros, et puis du côté de Will Ferrell, c'est les gentils prolos. Tout ça est plutôt bien pensé. C'est même plutôt agréable à regarder. Et puis, tu peux pas te dire qu'un film qui est mené par Will Ferrell et Reese Witherspoon est mal produit. C'est pas possible. Déjà, sur le papier, quand tu les vois jouer, c'est des gens très, très compétents. Donc, moi, j'ai plutôt trouvé que ça se regardait sans aucune complexité. On en aurait coupé un petit quart d'heure que ça m'aurait rien fait. Voilà, moi, encore une fois, pour moi, le seul vrai défaut de ce film-là, on est, encore une fois, on le dit à chaque fois, mais c'est un peu vrai, ne vous attendez pas à Citizen Kane, hein, on n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser. Le seul défaut, c'est d'oublier de s'intéresser à ces deux personnages principaux pour s'intéresser trop aux petites crasses qui vont se faire autour des deux mariages, quoi. Est-ce que c'est un film qu'on conseille et plutôt à qui Moi, je pense qu'on peut le conseiller à tous les gens déjà qui aiment la comédie romantique, qui aiment les deux acteurs parce que mine de rien, ils sont quand même très très bons dans ce qu'ils font dans ce film et on sent qu'ils s'amusent. Et puis même, je dirais à ceux qui aiment voir le chaos, voir les mariages sous le prisme du chaos, parce que je trouve que c'est une situation qui est vraiment très très marrante à explorer, ce moment où tout le monde est sous tension, où il faut que ce soit tout parfait parce que c'est le jour de la vie de... c'est le jour de leur vie et je trouve que c'est plutôt marrant quand même. Bah, moi je dirais que tu vois, on est en plein milieu de l'hiver, t'as une soirée loose, tu veux faire il pleut, tu veux regarder un truc marrant sous ton plaid en mode cocooning ou je sais pas trop quoi, c'est assez parfait pour ça. Vraiment, je ne vois pas qui peut sortir de ce film-là en se disant « Oh là là, je suis tellement déçu, c'était tellement nul ». C'est pas un film qui fâche, hein, c'est un film plutôt sympa. Merci à tous les deux. Je rappelle que le film, donc, Vous êtes cordialement invités, est disponible depuis hier, soit le 30 janvier, en exclusivité sur Prime Video. Et je vous propose maintenant de laisser Will Ferrell et Reese Witherspoon pour la campagne anglaise et le savoir-faire du studio Hardman. Aujourd'hui, Gauthier, dans la rubrique Ne cherchez plus, tu te penches effectivement du côté de la pâte à modeler, j'ai envie de dire. Effectivement, le nouveau film du studio Hardman s'appelle Voilà, c'est gros mythe, La Palme de la Vengeance. Et c'est une suite à un film qui est sorti en 1994, il me semble, qui s'appelait Voilà, c'est gros mythe, Le Mauvais Pantalon.
Et donc, on a attendu 30 ans pour avoir cette suite. Le studio Hardman est spécialisé dans la pâte à modeler. Donc, ils font des films en stop motion où tous les personnages sont animés en pâte à modeler. C'est assez bluffant à regarder et je vous propose d'en écouter tout de suite une bande-annonce. Bonjour, gros mythe. Comment il va, mon caveau préféré? Une nouvelle grande journée d'invention, maintenant. Tu n'en reviendras pas en voyant ma prochaine création. Le nain intelligent artificiel. Appelle-moi Murbot. Oh, oh, oh. Regarde comme il va vite. Oh, une grenouillère Wallace. Alors voilà, c'est les Gros Mythes, la palme de la vengeance. J'essaye de vous rattraper un petit peu les événements du premier film pour qu'on arrive à cette suite. Dans le premier film, Wallace et Gros Mythes, donc Wallace, c'est un monsieur anglais bien sous tout rapport, qui vit tout seul et qui est un inventeur. Et il invente des machines pour se simplifier son quotidien. Et Gros Mythes, c'est son chien qui se sent éternellement délaissé par son maître, qui s'intéresse trop à ses petites inventions. Dans le premier film, un méchant cambrioleur qui était en réalité un pingouin, un petit pingouin qui d'apparence est tout mignon et porte un gant rouge sur sa tête pour se faire passer pour un coq. Tout ça est un peu débile, mais enfin c'est le programme. Voulait cambrioler un musée pour s'accaparer un diamant unique au monde. Et voilà, ces Gros Mythes l'en privaient de ce diamant-là, réussissaient à l'arrêter, à le faire mettre derrière les barreaux. Les barreaux d'un zoo, c'est ce qu'on comprend au début de Wallace et Gros Mythes, la palme de la vengeance. Donc on retrouve ce pingouin qui a passé 30 ans derrière les barreaux du zoo et qui va vouloir s'échapper pour se venger de Wallace et Gros Mythes et pour enfin avoir son petit diamant. Ce qu'il faut comprendre et ce qui me réjouit, moi, dans Wallace et Gros Mythes et dans tous les films du studio Hardman, c'est que les autres films, ça va être Shaun le Mouton, ça va être Chicken Run, qui sont aussi des franchises avec des suites maintenant. C'est que il y a quelque chose d'extrêmement british dans le look. C'est voilà, ces Gros Mythes, ils sont tout le temps en train de prendre le thé, de manger des scones. C'est too much british. Dans des maisons en briques, avec des petits exactement. jardins derrière et des petits jardins devant. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a ce look-là, c'est l'atmosphère de Wallace et Gros Mythes. Et en même temps, chez le studio Hardman, il y a toujours l'intelligence de détourner les codes du cinéma hollywoodien. Donc, toutes les 2 secondes, on a une blague autour du cinéma hollywoodien et d'un de ses clichés, et ça fait super mouche parce qu'il y a cette élégance british autour. Par exemple, le pingouin en question qui n'a aucune expression faciale, donc il est toujours très mignon. Feathers McGraw. Exactement. Quand on le voit se faire enfermer au début de cette suite, la porte se ferme derrière lui, et puis là, il se fait légèrement craquer le cou, comme si c'était un espèce de psychopathe qu'on venait d'enfermer, et il passe 30 ans à faire des pompes et des tractions. C'est débile, mais c'est génial ce que ça marche bien, quoi. Et donc, comme dans un vrai film de vengeance, quand il sort, il a vraiment envie d'en découdre. Il y a un autre ressort comique qui a fantastiquement marché sur moi, c'est que cette fois, Wallace a voulu faire des petits nains de jardin intelligents, parce que le temps passe, on est en 2025, donc il faut parler de son temps. Donc il fait des petits nains de jardin intelligents pour faire toutes les tâches ménagères qu'il n'a pas envie de faire, couper les haies, passer l'aspirateur. Et la manière dont ces petits nains de jardin intelligents font leurs tâches ménagères de manière complètement frénétique en chantant des chansons débiles, genre « Je suis un petit nain et je suis content de faire ça » et tout. C'est stupide, mais c'est tellement drôle. J'ai eu des fous rires en plein milieu de la nuit, parce que moi je regarde ces trucs-là en plein milieu de la nuit, je sais pas très bien pourquoi. J'ai vraiment adoré ça. C'était touchant même parce que je me souviens avoir vu le premier film quand j'étais petit avec mon papa, quand j'avais 10 ans, et attendre 30 ans pour se faire livrer une telle suite si géniale, si belle, si étonnante. J'étais vraiment content. Ma seule déception, c'est que j'étais tout seul et j'étais pas avec mon fils. Il va falloir qu'il rattrape Wallace et Gros Mythes avec moi. Voilà. Et le lapin-garou qui était sorti entre-temps. Absolument. Julie, c'est le genre de proposition qui pourrait te séduire ou qui t'a séduite? Complètement. On peut dire que j'ai saigné la cassette de Chicken Run quand j'étais petite. Et Wallace et Gros Mythes est un des premiers films que j'ai découvert au cinéma en classe, avec les fameuses sorties. Et quand j'ai vu qu'il revenait, en plus avec les moyens techniques d'aujourd'hui qui rendent le film plus accessible pour les enfants, parce que on a les effets numériques qui viennent rendre les scènes d'action encore plus époustouflantes. Enfin, il y a vraiment une envie de divertir les petits comme
les grands. Et il y a un humour, tu le disais, qui parle à tout le monde en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis marrée aussi. Je me suis énormément marrée en regardant ça. Et puis même juste, ça fait trop plaisir d'avoir un film d'animation en stop motion parce que ça devient, enfin c'est pas que ça devient rare, mais c'est quand même des propositions qui sont rares. Et franchement, c'est très très réussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors justement, un petit mot sur ce stop motion. C'est donc ce cinéma en image par image. Hein, et ce qui fait la différence du studio Hardman, c'est donc d'animer en image par image des personnages et des décors en pâte à modeler essentiellement, mais pas que. Et pour donc la petite histoire, c'est les créateurs du studio, il y a quelques années, se sont dit qu'il fallait peut-être passer le relais pour passer la seconde et se sont rapprochés, je crois, de DreamWorks, notamment pour la sortie de Chicken Run. Et ils ont eux-mêmes cassé le contrat quelques années après. Et pour ne pas que justement la création que font les artistes du studio Hardman ne devienne que via informatique, ils ont fait un plan de coopérative et ce sont les propres employés du studio qui sont aujourd'hui les actionnaires et ils font ce qu'ils veulent en autonomie totale. Donc voilà, c'est aussi une gloire anglaise qui est fondée par deux copains, deux ados qui ont aujourd'hui passé le flambeau ou presque et qui est une gloire d'une région rurale d'Angleterre. Ouais, c'est très beau cette histoire, d'autant que c'est vraiment un hommage à l'artisanat finalement, parce que ces films-là, Chicken Run ou Shaun le Mouton ou voilà, ces gros mythes ont le potentiel commercial de devenir des grosses machines et on aurait envie de simplement demander à un ordinateur de les animer. Aujourd'hui, ça serait plus facile. Et moins cher. Et moins cher. Mais c'est très heureux que cette entreprise se soit auto-putchée pour dire non. Il faut faire au contraire, notre expertise et notre particularité et notre saveur, c'est de continuer à faire ça. Et ils font ça avec une précision qui est quand même chirurgicale parce que la fin du film, déjà, tu as une course-poursuite de péniche, ce qui est complètement débile parce qu'ils vont à 2 à l'heure, quoi. Rien qu'en le disant, c'est drôle. Et je vous rappelle que, je sais pas si vous vous souvenez du final de Le Mauvais Pantalon, mais il y avait déjà une course-poursuite sur un train, mais c'était un train miniature qui était chez Wallace. Et là, ils refont la course-poursuite en train, c'est le grand climax à la fin du film, mais c'est sur un vrai train. Et donc, on retrouve ces deux scènes en miroir. Quel savoir-faire il faut avoir pour faire de tout petits animaux en pâte à modeler des grands films où tu as l'impression d'être devant un Mission Impossible à la fin, quoi. C'est vrai, et puis c'est vrai qu'on l'a laissé un peu de côté, mais ce gros mythe est quand même, moi, mon personnage préféré, mine de rien. Bien sûr. Là, le personnage du chien qui est à la fois en demande d'attention et à la fois peut-être le plus dans la réalité. Je me disais en le regardant que c'était un peu le personnage en animal, mais c'est le personnage de la femme délaissée, tu vois. C'est absurde. C'est un peu un vieux couple, tous les deux, et lui, t'as l'impression que quand il regarde son maître, il a envie de lui dire, mais on se parle plus, tu vois. C'est un peu ça. Thérapie de couple avec les nains de jardin à côté. Et du coup, toi, t'étais plus, Julie, dans les autres productions du studio, toi, t'es plus Chicken Run, tu disais ? En vrai, c'est juste parce que j'avais la cassette chez moi. Les deux me plaisent autant. C'est vrai que, étant donné qu'il était disponible, Chicken Run, je l'ai beaucoup saigné. Je trouvais ça hilarant quand le coq part dans le canon. Quand t'es enfant, c'est trop ludique. En fait, il y a plein de moments qui sont des choses que t'as envie de voir quand t'es enfant. Et quand t'es grand, tu te rends compte que c'est un faux film d'évasion, en fait. Et c'est très fort. Franchement, et les deux me plaisent. J'ai été un peu plus mitigée sur le Chicken Run, la menace Nuggets, pour être honnête. Qui est sorti l'an dernier, je crois. Ouais, ça. Mais qui était quand même une suite totalement décente. Hein. Oui, complètement. Mais là, j'ai retrouvé plus. Je pense que ce charme du couple, comme tu le disais, en crise. Moi, ça me fait trop rire les moments où on voit que voilà, c'est vraiment complètement. J'ai envie de dire des loulus, mais pardon, complètement fou. Enfin, il est pas du tout sur terre et que Gromit est regarde-moi. Je trouve ça génial. Je trouve que il y a leurs émotions, comment elles sont traduites à l'écran, ça marche trop bien. Vraiment, moi j'ai passé un bête de moment, comme on dit. Et puis c'est un monde où tout le monde est un peu planant et déconnecté et il y a que le méchant et Gromit qui sont des personnages un peu rationnels et qui comprennent ce qui se passe, quoi. Et la nouvelle flic, la jeune recrue. Ah oui, aussi. Une petite enquêteuse qui est très marrante. Qui a l'air plus prometteuse que son mentor. Que son patron qui part à la retraite. Merci à tous les deux. Merci Gauthier pour cette recommandation. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine.
Cette semaine, on parle des sorties qui sont sorties entre le 27 janvier et le 2 février. J'étais perdu parce qu'il y a un changement de mois, j'ai pas pu faire ma phrase comme je le souhaitais. Ça a commencé même, puisque à l'heure où vous nous écoutez, c'est déjà dans le passé pour vous. Le 27 janvier avec Very Ralph. Qu'est-ce que c'est Very Ralph ? C'est un documentaire, un portrait de Ralph Lauren. Alors vous le savez, si vous nous écoutez, j'ai été totalement sous le charme de la série sur Karl Lagerfeld, qui était donc une fiction, mais qui racontait l'histoire de Karl Lagerfeld. Et du coup, ce monde de la mode ne m'étant plus inconnu, j'avoue que je me suis facilement laissé regarder mettre ce Very Ralph dans ma watchlist pour cette semaine. Voilà, surtout qu'il y a pas mal de témoignages de célébrités et des amis du créateur, donc en l'occurrence Anna Wintour, Tina Brown, Karl Lagerfeld à l'époque avec des images d'archives, mais aussi Kanye West, Naomi Campbell et Calvin Klein. Donc voilà, c'est un documentaire de Susan Lacey que vous pouvez retrouver sur Max. Je vais faire le prochain avec un petit accent du Sud. Ouais, mais tu le fais bizarrement bien. Mais c'est normal, je viens de là-bas. J'ai juste à réactiver quelques synapses et puis ça revient tout de suite. Donc pourquoi je vous parle comme ça ? Parce que je vous parlais d'un documentaire sur le monde de l'Ovalie. Ça s'appelle Six Nations au contact. C'est la saison 2. Elle arrive 2 jours avant le début des Six Nations. Non, j'arrête là. 2 jours avant donc le retour de la compétition 2025. On va faire un comeback sur les Six Nations de l'an dernier qui avait été dominé par l'Irlande. Voilà, on voit plein de grands joueurs en train de parler. Je vous rappelle que c'est donc un coup de zoom de caméra dans les philosophies des différentes équipes. On voit les différents entraîneurs et leur staff. Et on voit que entre l'équipe d'Écosse ou l'équipe d'Italie, c'est pas du tout la même façon d'appréhender le rugby. Voilà, c'est disponible sur Netflix le 29 janvier. Il y a 8 épisodes encore cette année. Et je rajoute au passage un doc sur Max qui s'appelle Angleterre 2023. C'est aussi sur du rugby. C'était en 2023 sur l'équipe d'Angleterre qui devait absolument gagner son mondial, sa Coupe du Monde. J'enchaîne tout de suite. Et là, pour le coup, il n'y aura pas d'accent. On parle sur Apple TV+, la série Mythic Quest. J'adore. Tu adores ? Tu vas pouvoir en parler avec moi. C'est la saison 4, 10 épisodes. En fait, c'est quoi Mythic Quest ? Comment tu le décrirais ? C'est un The Office, mais dans le monde du jeu vidéo, avec des gens complètement tarés. Et ouais, j'aime beaucoup cette série. Effectivement, c'est une immersion dans les coulisses d'un studio de jeux vidéo chargé du développement d'un énorme jeu. Une sorte de Warcraft, ouais. On va dire. En tout cas, un jeu en ligne. Et donc, on voit toute l'équipe créative qui s'apprête à sortir sa première extension, puisque c'est le genre de jeu qui, pour durer dans le temps, est obligé de mettre des nouveaux contenus. Donc, c'est tous les débats autour de tout ce qui peut se passer comme ça dans la vie d'un studio et de ses employés. Et c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy, un peu difficile en ce moment, puisque le jeu vidéo vit pas ses meilleures heures si vous suivez l'actualité et le business de ce secteur. Moi, je suis à 2 doigts de te demander de présenter tous les épisodes de Originals avec l'accent. Avec l'accent. Je fais très mal l'accent new-yorkais, donc ça va être très compliqué pour le suivant. Pourquoi ? Parce que je voulais vous parler de la nouvelle série Spider-Man sur Disney+. C'est de l'animation, ça sort le 29 janvier, et ça s'appelle Votre fidèle serviteur Spider-Man. C'est une série d'animation créée par Jeff Trammell, et la petite subtilité... évidemment, c'est du Marvel, donc c'est encore un nouvel univers où une réalité alternative, si vous préférez, où le méchant Norman Osborn est cette fois le mentor de Peter Parker. Mais ce qui fait la différence et la subtilité de cette série-là, c'est qu'elle est animée, donc si je vous donne des termes techniques, en 3D cel shading. Ça vous parle pas trop ? Non. Mais ce qu'il faut garder en tête surtout, c'est qu'elle rend hommage aux premières bandes dessinées The Amazing Spider-Man des années 60, qui étaient faites par Stan Lee et Steve Ditko. Donc on est dans un style très comics et pop art, très Liechtenstein pour ceux qui aiment bien ce genre de création. Voilà, moi c'est une série que j'attends un petit peu. Je sais pas de votre côté si c'est le genre de truc qui peut vous plaire. Moi carrément, parce que j'ai un peu perdu foi en Marvel sur plein de trucs en live action, et la série X-Men m'avait beaucoup plu. Et j'avoue que les premières images de Spider-Man me titillent un peu. J'ai un peu envie de retrouver ce que j'avais avec The Spectacular Spider-Man, la série animée des années 2010, je crois. Ouais, j'ai plus le nom sous les yeux. J'ai plus. Mais j'avais beaucoup aimé. Et du coup, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Moi, il y a un truc qui me fascine avec Spider-Man, c'est que ça fait partie des trucs dont on sait que ça casse le cerveau des enfants éternellement. C'est Donc, le héros préféré des enfants. ouais, c'est ça. Et c'est comme certaines franchises, tu vois, Cars ou Pas de patrouille, etc. On sait que ça pète les enfants, tous les enfants du monde. Et j'aimerais savoir jusqu'à quand, pendant encore combien de décennies, les enfants seront totalement bousillés par ce truc-là. Alors c'est super Spider-Man, hein. Moi j'avais adoré les films de Sam Raimi. Je sais pas si je vais me coller devant cette nouvelle série, mais je me dis, tiens, mais pendant combien de temps on va pouvoir encore faire du Spider-Man en se disant les gens seront en rendez-vous? C'est étonnant, c'est spectaculaire en tout cas. Sony espère pendant encore longtemps, je Oui, pense. oui. Alors, en plus, là, juste pour terminer là-dessus, c'est l'angle qui est choisi, c'est de vraiment faire la petite araignée qui sauve le quartier. On n'est pas du tout dans des considérations de super vilains qui vont détruire le monde ou ce genre de choses. Oui, mais il y a aussi la série pour enfants, Spidey et ses amis extraordinaires. C'est vrai. C'est-à-dire, on peut éternellement faire du Spider-Man, c'est Il y super. en a pour tous les âges. Ouais. Et sinon, en vrac, il y a plein de saison 2 sur Netflix. La saison 2 de La Petite Fille sous la neige, c'est un thriller espagnol en 6 épisodes. Ça sort cette semaine. Il y a Mo aussi, l'histoire de Mohammer, un Palestinien qui veut obtenir sa nationalisation aux États-Unis. Et c'est un petit peu compliqué pour lui. C'est la saison 2. Et il y a aussi The Recruit, un thriller réalisé par Doug Liman. C'est le monsieur qui avait fait notamment Edge of Tomorrow ou Roadhouse, dont on avait parlé. Qui était sorti sur Prime l'an dernier. Ce sera tout pour les sorties d'aujourd'hui. Mais attention, je vous le dis déjà, la semaine prochaine, par contre, le journal des sorties va être colossal. Ah, génial. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de grosses sorties. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci à toi d'avoir été avec nous. Mais je te Merci propose de Merci rester à vous. assise bien confortablement sur ton siège. Tu vas maintenant passer à l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Julie Hay. Je tremble. Julie, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quelle utilisatrice de plateforme tu es. Est-ce que tu es prête ? Ouais, c'est prêt. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire. Qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Les séries. Je pense les séries et un peu de cinéma, mais j'avoue, séries pas mal. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour vraiment intégrer les plateformes à tes habitudes ? Alors, ça remonte, je pense que ma première plateforme, c'était Netflix et c'était... je sais plus, de début de fac. Et c'est une série qui m'a appelée. Il me semble que c'était Stranger Things à l'époque. Et je me suis dit, non, je peux pas passer à côté de ça. Et en même temps, le streaming illégal était plus dans mes habitudes. Du coup, je me suis dit, j'essaye, je prends un abonnement, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai été happée par le catalogue qui était pas immense à l'époque, mais qui m'a offert énormément de divertissement. Et après, mon travail arrivant, j'ai développé... je me suis lancée sur les autres plateformes et voilà. Et alors, je te rejoins sur Stranger Things et pour les mêmes raisons d'ailleurs. Ouais. C'est le moment où je me suis dit, je peux plus vraiment passer à côté des grands débats autour de ces contenus-là. C'est ça, c'était tellement un phénomène de société, tout le monde l'avait vu, tout le monde attendait la saison 2 de pied ferme alors qu'elle venait juste de terminer la première. Et en plus de ça, il y avait ce truc du binge-watching qui n'était pas commun à l'époque, où on pouvait saigner une série de A à Z en 3 jours, même pas. Et non, je pense que c'était à cette période-là que j'ai été prise. D'ailleurs, tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour des séances de rattrapage, par exemple ? Alors, pour le travail, j'ai pas trop le choix de la nouveauté. En revanche, j'avoue qu'en ce moment, j'écume un peu les catalogues à la recherche de films ou de séries que je n'ai pas vus et qui sont là depuis un moment. Et souvent, c'est pas des productions originales des plateformes, ou alors, enfin, pas en tout cas pas de Netflix, et plutôt des fonds de catalogue qui m'intéressent et que j'ai pas eu le temps de regarder. Des films de patrimoine, on va dire. C'est ça, sur sur HBO, pardon, sur Max plutôt. Et puis sur MyCanal, il y a quand même une belle offre de cinéma qui me permet de faire des séances cool à la maison. Est-ce que malgré tous tes abonnements, tu loues encore des VOD, par exemple ? Non, par contre, j'achète encore des DVD et des Blu-ray. J'avoue que j'aime beaucoup le fait d'avoir mes films préférés en format physique, de pouvoir les re-regarder à l'envie et puis même d'être sûr d'avoir la version du film que j'ai aimé. Parce qu'on voit beaucoup de retouches de scènes en numérique pour cacher des fesses comme dans Splash ou ce genre de choses. Donc j'aime bien avoir le format physique chez moi. Et puis d'avoir l'objet peut-être aussi. Ouais, carrément. En plus, il y a des vraies belles éditions. Aujourd'hui, il y a les steelbooks qui sont très, très stylisés. Et puis, même avoir une belle bibliothèque de DVD, pardon. C'est vraiment cool.
Et j'ajoute que parfois, c'est technique, hein, mais parfois on bataille tellement avec les interfaces. Par exemple, de temps en temps, je veux montrer des films à mon fils et j'essaye de les avoir en VOD ou parfois même sur plateforme. Et l'interface devient tellement contrariante que je finis par me dire mais pourquoi je m'inflige ça ? Je l'ai en DVD, je l'ai chez moi, donc juste sors le DVD, mets le DVD, puis voilà, on aura le film. Hein. Et puis en plus, quand tu veux regarder à plusieurs, t'as vraiment ce truc d'avoir dans les mains l'objet et de pouvoir dire qu'est-ce que tu préfères ? J'ai ça. Absolument, ouais. Et tu peux peut-être même un peu mettre en avant celui que t'as vraiment envie de regarder. Alors que sur une plateforme, tu fais schlec. Ouais, tu scrolles et puis ouais, voilà. c'est ça. Et en plus de ça, les algorithmes sont tellement bien faits que t'es rarement confronté à quelque chose qui te challenge, alors qu'aller fouiller dans les bonnes affaires d'un supermarché rayon DVD, c'est toujours plus intéressant. Quel est ton rapport au cinéma cette fois, le cinéma en salle, hein, j'entends, depuis que tu as intégré tous ces contenus à tes habitudes ? Alors, je continue d'y aller régulièrement. J'ai trouvé que la période du Covid avait été vraiment le moment pour moi de me dire non mais là il faut vraiment y aller souvent, c'est pas du tout la même chose. Même si à portée de clic j'ai des centaines, des milliers de films et de séries, je trouve que ça a un peu plus sacralisé l'expérience de la salle pour moi. Et en plus ce côté y aller à plusieurs, on s'organise, on se dit tiens ce jour-là après on se fait un verre, enfin vraiment il y a ce côté moment que je retrouve pas du tout avec les plateformes et qui fait que j'y vais très souvent au cinéma. Un truc social quelque ouais, part. Carrément. Et à la télévision ? Par contre, la télévision, j'avoue. C'est pas du tout un truc, très bien. Sauf la Starac. Est-ce que tu es plutôt serial binger ou consommatrice raisonnée ? J'aimerais me mentir et me dire consommatrice raisonnée, mais avec les plateformes qui... Certaines tiennent vraiment au côté hebdomadaire. J'aime à retrouver ce côté. J'ai une semaine à patienter entre 2 épisodes. Et j'ai eu ça sur Only Murders in the Building, sur Silo. C'était dur d'attendre, mais sur Silo. Sur plein de séries où, en fait, on en discute après avec ma coloc, avec qui je regarde beaucoup de mes séries. On en discute pendant un peu de temps. Et quand on se dit, tiens, mardi soir, c'est ça. Mercredi soir, c'est ça. J'aime beaucoup ce côté rendez-vous qui me manque un peu. Je trouve, comme toi, que c'est un chouette truc. Mais est-ce que tu ne trouves pas que de temps en temps, quand on se met à plusieurs séries et qu'il faut garder en tête tous ces rendez-vous, il y en a qu'on oublie et on se retrouve 3 mois plus tard à se dire « Ah mais c'est vrai, j'avais commencé, j'étais en plein milieu de ce truc-là, je l'ai complètement abandonné alors que j'aimais bien. » J'avoue qu'il ne faut pas avoir trop de séries qu'on suit de manière hebdomadaire, mais j'ai pas l'impression d'arrêter des séries en plein milieu parce que je les oublie, mais plus parce que j'ai envie de les oublier. Parce que je suis pas convaincue. T'aurais aimé ne pas les commencer. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports, hein, ou d'autres exemples. C'est quoi ton support favori pour regarder des contenus de plateforme ? La télé du salon. Téléphone, non. Au lit, ça m'arrive. Alors, j'ai pas de tablette, mais l'ordinateur, quand je dois regarder des trucs pour le boulot et que j'ai pas envie de squatter la télé comme une forcenée pendant des heures, dans le lit. Et après, sinon, globalement, pas de téléphone. C'est plus pour des vidéos YouTube quand je cuisine. Ma génération qui ne peut pas rien faire. Il faut que je cuisine en regardant une vidéo. On en parlait tout à l'heure, mais est-ce que les productions de plateforme, c'est un sujet de conversation avec tes proches ? Alors, en dehors de ton activité professionnelle, oui, évidemment. Carrément. J'ai l'impression que c'est même devenu plus un sujet que ça l'était avant l'avènement des plateformes, les séries et le cinéma, en tout cas pour moi, parce que je me sens que du coup, à l'époque de la linéarité, déjà, on regardait pas tous les mêmes épisodes en même temps. On était un peu les diffusions chaotiques. On avait du mal à se dire attends, t'es rendu où dans Lost ? Moi, je sais plus. Donc non, j'ai l'impression que c'est plus devenu un sujet. C'est un sujet de Discord parfois, un sujet de où on se recommande régulièrement des choses. Et j'avoue que j'ai de plus en plus de discussions avec des gens, alors c'est peut-être du fait de mon métier, mais sur les stratégies des plateformes, sur des gens qui sont blasés de telle ou telle annulation ou qui au contraire comprennent pas que cette série cartonne. J'ai l'impression qu'on a plus une discussion sur même le système de la SVOD plus que des contenus. Alors justement, on va parler business un petit peu. Au niveau des récompenses, comment tu récompenserais toutes ces productions ? Tu ferais, des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent déjà ? Tu ferais une cérémonie dédiée ? Comment tu ferais ça ? C'est hyper compliqué comme question. J'avoue que de mettre sur un pied d'égalité les films proposés en salle avec ceux proposés sur les plateformes,
je comprends la levée de bouclier d'Hollywood parce qu'effectivement, ça sacralise le film en salle et c'est important pour les exploitants de savoir que ils vont pouvoir profiter de l'Oscar de tel ou tel film et que les gens vont pouvoir se déplacer pour aller le voir. Peut-être faire des catégories dédiées. Par exemple, je trouve que les Golden Globes, ça se mélange bien, mine de rien, les séries de plateforme et les séries de linéaire. Je trouve que c'est plutôt sain comme environnement. Ouais, je me dis peut-être des catégories dédiées, meilleur succès, enfin je sais pas. Ça serait compliqué parce qu'en fait en même temps toutes les récompenses techniques il faut aussi les attribuer, enfin s'il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, j'avoue. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Hein. Ouais. Alors j'en ai une autre qui est compliquée à répondre, mais elle est facile à poser pour le coup. Quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? Alors j'ai entendu que c'était triché de dire MyCanal. C'est pas tricher, t'as tout à fait le droit de dire MyCanal, c'est juste que nous, dans notre ligne éditoriale à nous, on ne traite pas encore, on le fera peut-être à l'avenir, de ce que Canal propose, puisque on trouve que tant que ça passe en télé linéaire et qu'il n'y a pas de contenu exclusif à la plateforme MyCanal, il relève de la critique télévisuelle. Effectivement. Oui. Eh ben, je comprends le. Mais tu peux quand même le citer si jamais. Non, mais en fait, réponse. c'est que c'est facile, t'as tout à portée de main. Et, alors, il n'y a plus Paramount bientôt. Alors, si t'as la ciné-série, si, mais c'est que c'est plus d'office. Voilà, c'est ça. Mais non, alors moi, je dirais, là, en ce moment, c'est pas mal Apple TV+. Parce que on a tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses, qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, que le catalogue n'est pas hyper dense. Et au final, en ce moment, je regarde pas mal de trucs sur Apple TV, notamment Silo. J'ai enfin commencé Severance, j'étais très en retard dessus. Et je trouve qu'il y a plein de séries qui m'ont vraiment plu. Legacy of Monster, la série Godzilla, je l'ai trouvé très cool. J'adore Shrinking, vraiment, j'ai saigné la saison 2 aussi. On en a parlé. J'adore. Et je trouve qu'il y a vraiment une offre qui est qualitative. On sent la patte Apple. C'est quand même assez intéressant d'avoir des séries qui sont exigeantes. On sent aussi que même s'il y a des choix avec les films qui mettent pas tout le monde d'accord, qu'ils soignent leur créatif et qu'ils leur offrent un espace de liberté qui, moi, je trouve, en tant que spectatrice, c'est vraiment cool. Alors, petit mot sur Apple TV+, puisqu'on a appris juste là, il y a quelques jours, oui. qu'ils vont enfin se mettre à honorer la production française et notamment permettre à des artistes et des vidéastes et des réalisatrices, scénaristes, etc., des gens du milieu, de faire des productions aussi sur Apple TV. Je parlais de gens du métier français, oui. En l'occurrence. Et hurrah. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Julie. Merci. C'était Original saison 1 épisode 12 et donc on remercie Julie Hay, journaliste ciné et série au Journal du Geek et toujours Magic Andou à la production. Merci Andou. On remercie aussi Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Absolument. Et nous on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Salut. Salut.